D'après mon expérience de l'accompagnement des personnes dans les cycles et saisons de l'existence et les méandres de la vie, nous ne pouvons changer notre façon d'être au monde qu'en changeant le système de pensée, le système de croyance, le système de référence qui nous a amenés à vivre de telle ou telle façon. Et aujourd'hui, je pense que nos sociétés ont absolument besoin de revisiter les programmations, les conditionnements, les logiciels qui commandent une certaine façon d'être au monde, de faire les choses. Et il y a plusieurs enjeux pour ça. Par exemple, un des premiers enjeux, c'est de sortir de l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force. Domination, soumission, agression, démission. C'est une habitude, c'est une programmation. On peut vivre autrement. Et nous avons besoin aujourd'hui de recréer des rapports de collaboration, d'écoute, d'accueil de la différence, de traversée non violente des conflits. On peut développer de la non-violence, ce qui ne veut pas dire qu'on va éviter les conflits, mais on peut apprendre à les traverser de façon féconde. Et ça devient un enjeu fondamental de se défaire de cette habitude d'être accro à l'affrontement et parfois même de le rechercher parce que ça dégage au fond un peu d'adrénaline. Donc ça, c'est une programmation essentielle à quitter les rapports de méfiance par rapport à ce qui est neuf, ce qui est différent, ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, beaucoup de méfiance par rapport à ça. Or aujourd'hui, clairement, nous avons besoin de sortir de notre petit confort qui ronronne mais qui nous emmène dans des espèces de Titanic feutré droit sur notre iceberg. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à manœuvrer pour orienter nos sociétés autrement, quitte à passer par des moments d'inconfort, en tout cas de simplification, de sobriété. On parle, vous connaissez l'expression de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse. Satish Kumar nous parle de elegant simplicity, de retrouver une simplicité élégante pour vivre avec davantage de respect des ressources et de la matière. Ce sont des changements pas nécessairement confortables, mais vraiment nécessaires. Et j'ai confiance qu'ils sont la clé d'un bonheur beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus stable que notre espèce de frénésie de consommation de surface qui, au fond, ne nous rend pas heureux. Nous aurons également besoin d'apprendre à quitter l'habitude de voir les rapports humains comme un je me moi très avide, très égoïste, très accapareur, souvent face à un tu-toi vécu comme hostile, parfois même menaçant. Et nous avons besoin de recréer du nous solidaire, du nous d'appartenance, du nous d'empathie, de partage, et pas seulement du nous les humains face à la planète et aux ressources, mais du nous tous, du nous qui englobe la terre, les ressources, les animaux, et qui nous fasse comprendre qu'on appartient à un écosystème très vivant et qui suppose qu'on réapprenne à respecter la terre. Ça s'est fait historiquement. On est entré dans une impression qu'on pourra régler les conflits que par des rapports de force, au lieu que de développer des compétences d'empathie, d'écoute, d'accueil de la différence, de capacité à laisser les choses décanter tranquillement et de faire confiance qu'on va pouvoir, entre ma voix et ta voix, trouver dans les temps qui viennent, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, une troisième voix qui nous réconcilie. Ces processus, nous avons besoin de les retrouver. Ils font partie des sagesses et ils font partie de certaines façons de négocier les conflits dans des pays du monde où on crée de la palabre pour chercher le moment où on va se rencontrer sans être pressé pour ça et en étant prêt à être un peu bousculé par ce qui va naître du désaccord. Et c'est venu comme ça progressivement et ça nous plombe. Il me semble que c'est assez occidental, oui, dans notre hyper-individualisme, nous avons oublié le sens de l'écoute, le sens de l'accueil, de ce qui frictionne, de ce qui est inconfortable et qui cependant fait partie de la vie. C'est ce qui fait, je crois, notamment, dans un tout autre domaine, le nombre de divorces. C'est qu'on n'accepte plus le désaccord, et le désaccord qui dure et qui demande d'approfondir la relation et de passer à d'autres paliers de conscience pour se retrouver. Bah non, dès qu'on n'est pas content, pouf, on jette, on abandonne, et ça ne nous rend pas heureux. Ça nous remet plutôt dans une espèce d'addiction à la nouveauté, à la différence, au changement qui ne rend pas heureux. On peut le voir comme ça, je préfère le voir dans l'inverse, que travailler suffisamment sur soi est une clé de maximisation du potentiel incroyable qui est en nous. Je n'en parle pas avec angélisme, je me suis occupé de gamins de la rue pendant une dizaine d'années, j'étais avocat, j'ai traversé beaucoup de conflits, accompagné beaucoup de personnes dans le changement, puis je suis devenu thérapeute pour aider les gens à se transformer justement. J'ai pu voir que nous disposons de ressources de transformation personnelle et donc sociale par impact, de ressources aussi considérables que souvent négligées malheureusement. Et donc, si nous apprenons à découvrir ces ressources, mais nous avons un potentiel de transformation du monde qui est extraordinaire. Et personnellement, une approche qui m'a permis de trouver mes ressources et de les faire connaître, c'est l'approche que j'enseigne depuis 25 ans, qui s'appelle la communication non violente, qui commence à être de plus en plus connue parce qu'elle est très efficace.
Il s'agit d'une façon de communiquer avec soi d'abord et toutes les parties de soi, et puis avec l'autre et toutes les parties de l'autre, qui essaye d'éviter tout ce qui génère la violence subtile de notre rapport humain, les jugements, paf, qui étiquettent. Jugement sur soi, t'es nul, t'y arriveras pas. Jugement sur l'autre, il est égoïste, il veut plus me voir. Les croyances limitantes, je sais pas y arriver, je suis pas capable. Les croyances limitantes sur les autres, ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. On essaie d'éviter ces habitudes et d'aller voir derrière cela quels sont nos besoins. Quand je me juge incapable d'y arriver, j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance que je peux petit à petit y arriver. Ma dynamique est tout autre quand je me dis, au fond, j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance pour petit à petit y arriver, que quand je me jure, je suis incapable, j'y arriverai pas, et que je me suis vraiment tiré une balle dans le pied. Même chose, quand j'ai une appréhension vis-à-vis des autres, ceux-là ne peuvent pas comprendre ou ils vont jamais m'accueillir, et que je me relie à mon besoin, j'ai besoin de faire confiance, que petit à petit, je peux créer du lien avec ces personnes et renouer la relation. Quand je me mets dans cette dynamique, il y a infiniment plus de chances que ça se passe que quand je suis plombé par une croyance négative. Et donc l'idée, c'est de lever cette violence subtile que nous entretenons sur nous ou sur les autres par des habitudes de conscience et de langage qui sont très obscurcissantes, je ne sais pas si le mot existe, occultantes, qui sont freinantes. Et donc on est attentif à travailler ça. Ça s'apprend comme une nouvelle langue. Ce n'est pas un truc magique, c'est une pratique. Et je vois que c'est extrêmement bénéfique pour nous aider à transformer nos vies en profondeur. Ça s'apprend. J'ai écrit un petit bouquin avec un ami historien belge, peu après les attentats de France et de Belgique il y a quelques années, qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Et la conférence que j'anime, j'ajoute « La paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot ». Il ne vient à l'idée de personne d'imaginer qu'on maîtrise les maths ou le foot en 2-3 jours, en 2-3 semaines, en 2-3 mois. Il faut des années pour maîtriser avec aisance ces disciplines. Mais la paix, c'est pareil. Elle ne va pas venir par hasard si on ne s'y emploie pas. Et nous avons une grande capacité à faire des efforts quand on veut passer son code, son permis de conduire, apprendre un nouveau sport ou apprendre une langue étrangère. On va s'y impliquer, faire des efforts et considérer que le temps fait partie du processus. Et bien pour la paix, c'est pareil. Nous avons absolument besoin dans nos formations, dans nos équipes, de faire des apprentissages de pacification de soi, d'écoute de nos sentiments, de nos besoins et de pacification de la relation avec l'autre et également d'écoute et d'empathie pour l'autre. Beaucoup de conflits viennent de malentendus qui sont des mal écoutés. Si nous apprenions à écouter, comme thérapeute, j'ai pu voir, et je le vois encore comme formateur, combien de familles en tension, en chamaillerie, simplement parce qu'on ne s'écoute pas, on argumente de façon croisée, et c'est malheureusement le modèle que donnent nos politiciens la plupart du temps à la télévision, on argumente en se croisant sans se rencontrer. Nous avons absolument besoin de privilégier la rencontre, et ça passe par une écoute bienveillante de l'autre, même si ce qu'il dit frictionne. Ça s'apprend, j'en suis absolument convaincu. Ça s'apprend. Ça s'apprend en comprenant, en observant, parce que j'organise dans ma vie des moments de recul, que j'appelle des moments d'intériorité, on mettra le mot que l'on veut là-dessus, pour observer, tiens, ceci m'a pas rendu heureux, pourquoi ça ne m'a pas rendu heureux, qu'est-ce qui a été frictionné en moi, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que je peux prendre soin de ces besoins d'une façon qui en prenne compte et me permette d'être plus heureux. Nous avons besoin d'apprendre à pivoter à l'intérieur de nous, de faire de nouveau, on y revient, des apprentissages, et donc de nous organiser régulièrement des moments de recul, d'écoute intérieure, on appelle ça dans notre jargon de l'auto-empathie, de l'empathie pour cet humain que je suis. Et au fond, c'est cohérent. Si dans le monde, je souhaite du respect, de l'écoute, de l'empathie, de la solidarité, mais la première part d'humanité au sein de laquelle j'ai besoin d'apprendre à créer ça, c'est moi. Parce que la plupart du temps, la première part d'humanité dans laquelle il y a de la guéguerre et de la tension, c'est moi aussi. Donc, j'ai besoin de travailler d'abord sur moi pour pouvoir apporter ça dans ma façon d'être au monde. Cette approche-là, ou d'autres qui s'en approchent, hein, il n'y a pas d'une exclusivité. Il se fait qu'effectivement cette approche se révèle extrêmement efficace pour dénouer des conflits, traverser des silences et des non-dits qui plombent la relation, arriver à retrouver un alignement sur un objectif commun, permettre aux personnes d'exprimer leur colère de façon très claire sans pour autant être agressif, le fait de pouvoir indiquer des limites par des noms très clairs mais qui indiquent ce à quoi on dit oui quand on dit non, mais également pouvoir écouter l'autre quand il dit non et accepter que le non n'est pas la fin du dialogue, mais qu'on peut écouter ce
à quoi l'autre dit oui quand il dit non. Donc vraiment recréer du nous dans la relation. C'est une approche qui se révèle extrêmement efficace et donc je suis heureux qu'elle soit de plus en plus connue et que ce type de rencontre nous permette de la faire connaître dans des milieux où on a besoin d'être mieux outillé. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir faire un pont, creuser un puits ou donner un cours, il s'agit aussi de traiter toutes sortes d'enjeux de relations qui peuvent se révéler frictionnants. La plupart du temps, quand un manager me contacte, c'est qu'il a été touché par un de mes livres ou par des vidéos de mes conférences sur YouTube qui circulent librement et qu'il s'est dit, tiens, là, il y a des clés, il y a des outils peut-être dont je n'avais pas connaissance. Ou alors, ce manager a lui-même traversé une épreuve de vie, peut-être un divorce ou des conflits, parfois la maladie, et s'est mis à s'interroger un peu sur lui-même et à entrer un peu dans ce domaine du développement qui est dit personnel, mais qui est au fond du développement social durable. Si l'on voit qu'en se transformant, on va transformer le monde. C'est vraiment dans cette dimension que moi je le propose évidemment. Et donc assez souvent ils ont déjà la perception de ce à quoi ce travail va pouvoir aider les équipes à avancer. Et donc, j'ai pas à convaincre, je ne cherche d'ailleurs pas à convaincre. Les personnes viennent parce qu'ils réalisent, tiens, voilà des outils qui nous manquent, nous sommes performants dans l'ordre du faire, construire des ponts, organiser de la distribution, être dans nos activités, mais dans l'ordre de l'être et surtout de l'être ensemble, il nous manque quelques outils. Et effectivement, ces outils ne sont pas encore dans les grandes écoles et beaucoup de managers réalisent qu'il leur manque un savoir-être ensemble et ils viennent s'outiller pour ça. Et ça, effectivement, je crois que c'est la clé de la transformation du monde dont nous avons besoin. Apprendre à être ensemble. Ces derniers temps, je suis évidemment très touché, comme tout le monde, par les enjeux de climat, d'écroulement de la biodiversité et le risque d'effondrement climatique. On parle beaucoup de collapsologie, de risque d'écroulement, et je ne veux pas être dans la dimension tragique de ça, mais c'est quand même une alerte qui nous permet de dire où mettons-nous notre énergie, à quoi allons-nous servir. Et un auteur qui a écrit un livre intéressant sur comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne, a aussi écrit un livre absolument passionnant avec son collègue Gauthier Chapelle, que j'apprécie beaucoup pour son travail aussi dans ce domaine-là. Et ce livre s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » et pose très clairement cet aspect qu'avec Darwin, la théorie de l'évolution, on n'a retenu qu'une partie du message de Darwin qui serait que la loi de la nature, de l'évolution, serait manger ou être mangé. On a oublié une autre partie du travail de Darwin qui indiquait qu'il y a énormément de solidarité dans le monde animal aussi, et que c'est aussi une autre loi. Évidemment, la première version, la première partie, manger ou être mangé, dans l'histoire, a pu servir certains systèmes politiques, bien sûr, de façon tragique, comme on le sait. Donc, l'entraide est un des enjeux qui a permis la vie. Je ne connais pas exactement, je ne suis pas un spécialiste de toutes les expressions, mais le partenariat, la symbiose entre les cellules, etc., a créé la vie. C'est parce qu'il y a un partenariat, une combinaison, une entraide, une co-création, une pollinisation que petit à petit la vie apparaît. Et on voit qu'effectivement des essaims d'abeilles fonctionnent ensemble, on voit qu'une troupe de loups chasse ensemble, on voit des phénomènes de solidarité, le martin pêcheur se laisse mourir si sa compagne meurt, on voit des choses qui sont magnifiques et qui nous permettent de revisiter l'impression que la lutte est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, la violence c'est inné, on ne peut pas changer ça, ce qui est, à mes yeux, complètement faux. Pour m'être occupé de gamins de la rue qui sont parfois très violents dans leurs attitudes, j'ai découvert que la violence n'est pas l'expression de notre nature. La violence est l'expression de la frustration de notre nature. Nous ne sommes violents que quand notre nature profonde est frustrée. Et notre nature, ce sont des besoins d'appartenance, des besoins de reconnaissance, des besoins d'être compris, des besoins de comprendre, des besoins d'amour, des besoins de sens. Quand ces besoins fondamentaux de l'humain ne sont pas nourris et que donc notre nature n'est pas nourrie, nous pourrions être dans des mécanismes de cocotte-minute, d'explosion violente. D'où l'importance d'apprendre à bien connaître notre nature, à la fréquenter, à mettre des mots dessus et à faire un travail de connaissance de soi. Et j'en terminerai par cette proposition. Donc avec ce livre, L'entraide, l'autre loi de la jungle, la première entraide, c'est d'apprendre à se réconcilier avec soi parce qu'un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant.